Il y a des femmes qui règnent sur des royaumes, et il y en a d'autres qui règnent sur leur foyer avec la même ferveur dans le regard. Madame Béatrice Okafor était de celle-ci, une matriarche de fer dont l'ombre planait sur chaque mur de la demeure Okafor à Edenval, un quartier où la richesse scintillait comme la rosée du matin sur les sols de marbre. Mais malgré l'éclat de ses lustres et le confort de ses canapés italiens, le cœur de Béatrice restait attaché à la terre rouge d'Umuduru, le village de son défunt mari. Bienvenue dans l'univers des contes franco-africains. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer les notifications pour ne manquer aucune de nos histoires. Elle disait souvent, l'argent construit des maisons, mais la tradition engendre le respect. Ceux qui la connaissaient savaient que ce n'était pas une simple maxime, mais une vérité fondamentale. Béatrice avait connu la faim, l'humiliation et les épreuves dans sa jeunesse. La vie lui avait appris que la douceur était un luxe inaccessible aux pauvres. Du vivant de son époux, le chef Okafor, elle se tenait à ses côtés telle une lionne en faction royale, ne souriant jamais trop longtemps, ne s'inclinant jamais trop bas. Lorsque la mort l'emporta subitement, Béatrice ne pleura pas en public. Elle l'enterra la tête haute, jurant que nul, pas même le temps, ne lui déroberait l'autorité qu'il lui avait léguée. Dès ce jour, elle devint à la fois père et mère, juge et jury, soleil et tempête au sein de la dynastie Okafor. Son manoir était plus qu'une demeure, c'était un tribunal, et sa parole était loi. Les portes d'Edenval étaient certes gardées par des hommes de sécurité en uniforme impeccable, mais c'était la présence de Béatrice qui, en réalité, maintenait l'ordre dans la maison. Même le silence semblait lui obéir. Ses 3 fils grandirent sous son ombre. Chijiok, l'aîné, était le portrait craché de son père, grand, réservé et loyal. Il dirigeait l'entreprise pétrolière familiale avec une précision chirurgicale, même si beaucoup murmuraient que c'était sa mère qui, en réalité, signait les chèques. Chijiok l'adorait, à ses yeux, elle était un symbole de force, une femme qui avait survécu à des épreuves que la plupart des hommes auraient fui. Ebuka, le 2e fils, était doux dans une maison qui valorisait la dureté. Professeur de profession, il passait plus de temps avec des livres qu'avec des livres de contes. Il parlait doucement, souriait souvent et n'élevait jamais la voix. Béatrice soupirait souvent en le regardant et lui disait, « Tu lis trop, mon fils. Le monde n'est pas tendre avec les hommes doux. » Puis vint Tobé-Chukwu, le Benjamin, sa fierté et son énigme. Intelligent, ambitieux et audacieux, il avait la fâcheuse habitude de tout remettre en question. Tandis que ses frères s'inclinaient et acquiesçaient, Tobé-Chukwu penchait la tête et demandait, « Mais pourquoi faut-il qu'il en soit ainsi, maman ?» Béatrice voyait dans sa rébellion à la fois une bénédiction et une menace. Il était de son sang, certes, mais il portait en lui une étincelle qu'elle ne pouvait prévoir et cela l'effrayait. Dans la famille Okafor, la conviction de Béatrice était simple, « Aucune femme ne peut aimer mes fils plus que moi. » Cette certitude la dominait comme une force intérieure. C'est pourquoi elle considérait chaque belle-fille non comme une membre de la famille, mais comme une intruse, une rivale déguisée. Lorsque Chijiok ramena à la maison sa fiancée, Adaez, une beauté discrète aux yeux doux et à la voix tremblante, Béatrice l'accueillit avec le même sourire qu'un serpent avant de frapper. Aux yeux du monde, elle paraissait gracieuse vêtue de son pagne brodé d'or, la voix douce comme le miel au fond d'elle, son cœur mesurait la valeur d'Adaez. Ces tests commencèrent dès la semaine où Adaez franchit le seuil de la demeure. « Servez le petit déjeuner à 6 heures, dit-elle le premier matin. Pas 6h30. 6 heures. Et lorsque la jeune fille, nerveuse et désireuse de plaire, apporta le repas avec quelques minutes de retard, Béatrice tapota du doigt la table. « La timidité n'excuse pas la paresse, dit-elle calmement. » Chaque jour, Adaez se levait avant l'aube, balayant des sols de marbre qui n'en avaient pas besoin, cuisinant pour des invités qui ne venaient jamais, saluant par des révérences exagérées jusqu'à en avoir mal aux genoux. Elle souriait malgré la douleur, car elle croyait que l'obéissance était le chemin vers l'amour. Mais plus elle se montrait humble, plus Béatrice se sentait puissante. Le manoir lui-même semblait se plier à la volonté de Béatrice. Les servantes murmuraient son nom comme pour invoquer un esprit, les fils marchaient à pas feutrés, prenant soin de ne pas perturber ses humeurs. Même le tic-tac de l'horloge murale semblait ralentir lorsqu'elle entrait dans une pièce. Lorsqu'elle s'asseyait dans son salon, un palais d'or et de verre, l'atmosphère se chargeait d'autorité. Les portraits de son défunt mari étaient accrochés en hauteur derrière elle, mais c'était son visage que tous craignaient.
Ses yeux, perçants et inquiets, ne laissaient rien passer. Si un domestique oubliait de faire la révérence, si une cuillère tintait trop fort, si un murmure s'éternisait dans le couloir, Béatrice le remarquait. Et ses punitions, jamais violentes, étaient lourdes d'humiliation. « Ne me faites pas honte chez moi », disait-elle, et ces mots suffisaient à faire baisser la tête aux hommes les plus endurcis. Sous son règne, la maisonnée Okafor devint un royaume où la paix n'était pas synonyme de liberté, mais de silence. Les invités l'appelaient maman Béatrice, les voisins la dame de fer d'Edenval, mais derrière ces titres se cachait une solitude qu'elle ne confessait jamais. Le pouvoir, après tout, est une couronne qui s'alourdit avec le temps. Et bien que Béatrice gouvernât sa maison avec discipline et fierté, le faible écho du rire de son défunt mari hantait encore ses nuits. Parfois, lorsque les lumières s'éteignaient et que le silence s'installait dans la propriété, elle se tenait près de la fenêtre, le regard perdu dans l'horizon de la ville, ses bracelets d'or scintillant au clair de lune. Un bref instant, le masque tombait et elle murmurait. « Ils doivent obéir, sinon tout ce que j'ai bâti s'écroulera. » Puis elle se redressait, resserrait son pagne et regagnait son trône, la chaise de la salle à manger où personne d'autre n'osait s'asseoir. Dans cette maison, le pouvoir était omniprésent et Béatrice en était la source. Ses fils l'aimaient, certes, mais ils la craignaient davantage. Ses belles-filles la servaient, certes, mais elles enviaient son pouvoir et tremblaient à sa voix. Et pourtant, au plus profond de ce cœur de fer, une petite graine de peur avait commencé à germer, la peur qu'un jour, une femme franchisse ses portes et refuse de s'agenouiller. Elle l'ignorait encore, mais ce jour approchait. Et lorsqu'il viendrait, il ébranlerait les fondements même de son royaume. Car même le fer, sous l'effet d'une chaleur intense, finit par plier. Le manoir Okafor avait longtemps connu le silence, un silence obéissant et craintif qui résonnait dans les couloirs polis et les escaliers de verre. Mais un après-midi, le silence lui-même sembla trembler, comme s'il pressentait l'arrivée d'un événement inhabituel. Ce ne fut pas une tempête, mais un murmure porté par le parfum du jasmin et le claquement assuré de talons qui ne fléchissaient pas. Elle s'appelait Zuri no Okosha. C'était une femme dont la présence n'imposait pas l'attention, et pourtant, elle la captivait. Née et élevée à Port Harcourt, elle était la fille d'une institutrice retraitée et d'une sage-femme qui avait passé sa jeunesse à recueillir les premiers souffles des bébés dans des hôpitaux bondés. L'éducation de Zuri fut modeste mais profondément ancrée dans des principes. Sa mère disait souvent, « Le silence d'une femme peut instaurer la paix, mais son courage peut sauver son âme. » Zuri portait cette sagesse comme un trésor dans son cœur. Contrairement à la discrète Adaez, la confiance de Zuri ne s'exprimait pas ostensiblement, elle rayonnait. Son rire était franc et chaleureux, son regard vif et perçant. Elle était de ces femmes qui pouvaient se tenir au milieu du chaos et conserver une sérénité inébranlable. Lorsqu'il la rencontra lors d'une formation professionnelle à Abuja, Tobechukwu Okafor ne fut pas d'abord séduit par sa beauté, mais par la façon dont elle stimulait son esprit. Elle était tout ce que la famille Okafor n'avait jamais connu, ouverte, spirituelle, et n'ayant pas peur de contredire. Quand elle riait, il se sentait vivant, quand elle parlait, il écoutait comme si chaque mot pouvait l'entraîner vers de nouveaux horizons. Mais même amoureux, Tobechukwu gardait en mémoire l'autorité de sa mère. Alors, un soir, assis au bord de l'eau à Port Harcourt, contemplant le soleil se fondre dans la mer, il dit doucement, presque en plaisantant. « Zuri, je dois te prévenir. Ma mère n'aime pas les femmes audacieuses. » Zuri sourissant le regardait, les yeux toujours rivés sur l'eau. « Alors elle va devoir apprendre une nouvelle recette. » Tobechukwu rit nerveusement. Il admirait son assurance, certes, mais une partie de lui se demandait si elle mesurait le danger qui l'attendait. La première fois que Madame Béatrice Okafor entendit parler de Zuri, elle claqua la langue et marmonna, « Une fille de Port Harcourt ? Celle qui croit que parler anglais, c'est respecté ?» Pourtant, sous son ton dédaigneux se cachait une curiosité, celle qui se mue en hostilité lorsqu'elle se sent menacée. Quand Zuri arriva enfin à Edenval pour rencontrer la famille, le manoir sembla différent, comme si l'air lui-même avait retenu son souffle. Les domestiques chuchotaient derrière les portes, les fils évitaient le salon et Adaez priait en silence pour que la visite ne se termine pas en larmes. Béatrice était assise dans son grand fauteuil, son pagne soigneusement noué, sa coiffe enroulée comme une couronne. Ses lunettes à monture dorée reposaient sur son nez tandis qu'elle scrutait la femme qui se tenait devant elle. Zuri s'agenouilla comme prévu,
la saluant respectueusement, mais son regard ne se posa pas sur le sol. Elle croisa le regard de Béatrice avec l'assurance calme de celle qui avait appris que respect et crainte ne faisaient pas bon ménage. « Alors c'est toi qui veux épouser mon dernier fils ?» demanda Béatrice d'un ton ferme et froid. « Oui, maman » répondit Zuri doucement. « Si tu veux bien nous bénir. » Béatrice l'observa. « On dirait que tu parles trop. »« Je ne parle que lorsque c'est nécessaire, maman » dit Zuri en souriant toujours. Ce fut leur premier échange bref, poli, mais suffisamment lourd pour que l'atmosphère entre elles se fasse pesante. Même le ventilateur de plafond sembla ralentir. Béatrice avait trouvé son âme sœur, sans le savoir encore. Les jours suivants furent ponctués de batailles silencieuses, des guerres sans mots, menées à travers des tâches et des épreuves déguisées en traditions. Béatrice commença par ce qu'elle appelait les épreuves de patience. Un samedi humide, elle dit à Zuri, « Mes invités arrivent du village aujourd'hui. Tu vas piler l'igname pour 20 personnes. Le mortier est derrière la cuisine. Ne laisse personne t'aider. » Zuri, qui avait grandi dans une ville où l'igname pilé était servi dans les restaurants et à la machine, contempla le lourd mortier et esquissa un sourire. Puis elle noua son foulard, retroussa ses manches et se mit à piler. Ses bras la faisaient souffrir, ses paumes la brûlaient, mais elle persévéra le rythme régulier de ses coups résonnant dans le manoir comme un tambour d'endurance. Lorsque Béatrice entra, s'attendant à voir une femme brisée, elle trouva Zuri en train de rire avec une des servantes. « Déjà fini ?» demanda Béatrice. « Oui, maman. L'igname est tendre et prête. Voulez-vous y goûter ?» Cette simple question si respectueuse, et pourtant si assurée surprit Béatrice. Elle hocha la tête d'un air raide et s'éloigna sans répondre. La seconde épreuve survint 2 jours plus tard. Béatrice ordonna à Zuri de laver tous les draps du manoir 5 chambres, une quantité infinie de linge. « Une épouse doit apprendre à servir, dit-elle. Zuri obéit, fredonnant doucement sous le soleil brûlant de l'après-midi. Le soir venu, les draps pendaient au fil à linge comme des drapeaux blancs de reddition, mais ce n'était pas la reddition de Zuri. Il symbolisait sa patience, sa rébellion silencieuse. Le 3e matin, l'épreuve finale arriva. La voix de Béatrice résonna dans le couloir à 4h30. « Zuri, si tu veux être une épouse dans cette maison, tu dois assister à la prière du matin. Les paresseuses dorment et laissent passer les bénédictions. » Zuri se leva aussitôt, enroula son châle autour de sa tête et rejoignit sa famille au salon. Ses yeux étaient lourds, mais elle gardait le dos droit. Lorsque Béatrice mena la prière, le « Amen » de Zuri fut empreint d'une conviction sereine. Béatrice la regardait du coin de l'œil, cherchant la moindre faille, mais n'en trouva aucune. Plus tard dans la matinée, Béatrice se plaignit pendant le petit déjeuner, « Tu ne t'agenouilles pas bien pour saluer. » Zuri marqua une pause, sourit doucement et répondit, « Je m'agenouillerai, maman, mais je ne ramperai pas. » Le silence qui suivit était assourdissant. Même le cliquetis des cuillères cessa. Chigyok laissa tomber sa tasse, Adaez sentit sa respiration se bloquer. Le visage de Béatrice se durcit, mais une lueur plus profonde traversa son regard, une sorte de confusion. Personne ne lui avait jamais parlé ainsi, du moins pas avec une telle délicatesse. Zuri n'avait pas crié. Elle n'avait manqué de respect à personne. Elle avait simplement dit la vérité, enveloppée d'une froideur implacable. Zuri n'avait pas crié. Elle n'avait manqué de respect à personne. Elle avait simplement dit la vérité, d'une voix calme et ardente. Les jours suivants, le manoir commença à se transformer imperceptiblement. Les servantes, qui autrefois se déplaçaient sur la pointe des pieds dans les couloirs, se mirent à sourire davantage. Adaez se tenait plus droite, sa voix ne tremblait plus lorsqu'elle posait des questions. Même Tobeshukui semblait plus serein. Mais Béatrice le sentait, ce changement de pouvoir, ce défi silencieux que représentait la présence de Zuri. Pour elle, c'était comme un vent qui osait souffler sur son empire, agitant des rideaux restés immobiles pendant des années. La nuit, elle restait éveillée, repassant en boucle les mots de Zuri, « Je m'agenouillerai, maman, mais je ne ramperai pas. » Ces mots la hantaient comme un écho tenace, doux et pourtant impossible à faire taire. Et même si elle ne l'avouerait jamais à voix haute, Béatrice commença à ressentir quelque chose qu'elle n'avait pas éprouvé depuis des années, la peur.
Non pas la peur de perdre ses fils, mais la peur de perdre le seul trône qu'elle ait jamais connu, le pouvoir. Car Zuri n'était pas comme les autres. Elle ne se battait pas bruyamment et ne pleurait pas facilement. Elle évoluait dans le monde de Béatrice avec une assurance tranquille, chacun de ses gestes murmurant une vérité. Que le courage, lorsqu'il est enveloppé de douceur, peut être le feu le plus dangereux. Et au manoir Okafor, ce feu venait de rencontrer son intensité maximale. Il y a des orages qui s'accompagnent de tonnerre et de pluie, et il y en a d'autres qui arrivent silencieusement, nés dans les cœurs, alimentés par l'orgueil et déchaînés par des mots irrévocables. Au manoir Okafor, un tel orage se préparait, invisible mais inévitable. Zuri vivait maintenant sous le toit de Béatrice depuis 3 mois, et durant ces mois, le rythme de la maison avait changé d'une manière que même le silence ne pouvait dissimuler. L'air n'était plus aussi lourd de peur, il était différent, plus libre, plus léger, comme une fenêtre entr'ouverte après des années de scellement. Les servantes, qui jadis se déplaçaient comme des ombres dans leur propre lieu de travail, recommencèrent à sourire. Elles se saluaient en chuchotant des rires. Adaez et Ngozi, les épouses qui avaient depuis longtemps appris l'art de se faire discrètes, se redressaient un peu plus chaque matin. Elles observaient Zuri, sa voix douce sans jamais supplier, son obéissance sans perdre sa dignité, sa grâce face à la colère de Béatrice au lieu de trembler, et elles se souvenaient des femmes qu'elles avaient été avant que le mariage ne leur apprenne à se faire petites. C'était subtil, mais Béatrice le voyait. Et elle le détestait. Pour elle, ces changements n'étaient pas la liberté, mais la rébellion. Son autorité, jadis incontestée, semblait désormais s'infiltrer par des fissures invisibles. Elle sentait son contrôle lui échapper, et cette prise de conscience la brûlait comme du sel sur une plaie. Merci d'avoir regardé et écouté notre histoire. Dans les commentaires, dites-nous d'où vous nous regardez et partagez vos impressions. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager pour découvrir d'autres histoires. À bientôt pour la suite. Au revoir.